L'expert aujourd'hui, c'est Christophe Marie. Bonjour Christophe Marie. Bonjour. Vous êtes porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot. On souhaite un bon anniversaire à Brigitte Bardot avec quelques jours de retard, mais en tout cas 2 jours, ça va. 2 jours, ça va. On est encore dans les temps raisonnables. Ce matin, j'avais très envie de vous entendre, évidemment, puisque l'Assemblée nationale, le 29 janvier dernier, a adopté un texte qui était assez ambitieux sur les animaux de compagnie, les espèces sauvages captives. Et puis aujourd'hui, au Sénat, ce texte est débattu avec de nombreux amendements qui... vous êtes là ce matin pour enfoncer un petit peu le clou en disant attention que ce texte ne soit pas dénaturé. Oui, effectivement. Alors déjà, le texte initial qui était ambitieux, malgré tout, mettait de côté les sujets qui fâchent, à savoir la chasse, l'élevage, mais également la corrida, alors qu'il y avait tout à fait opportunité d'en parler. Mais malgré tout, il reste très ambitieux et surtout, il replace la France parmi les pays qui avancent sur la question animale, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, parce qu'au niveau de l'Union européenne, on est très en retard. Et là, c'est vrai que la Commission des affaires économiques du Sénat a adopté un texte modifié le 22 septembre qui enlève quand même beaucoup de choses, et notamment tout ce qui concerne la faune sauvage captive, puisque l'Assemblée nationale avait suivi en fait les annonces de Barbara Pompili qui avaient été faites le 29 septembre 2020, à savoir la fin des animaux sauvages dans les cirques, la fin des delphinariums, également la fermeture des élevages de visons. Et bien ces points, en tout cas pour les 2 premiers, sont remis en cause par le Sénat avec véritablement une volonté de ne pas mettre fin, par exemple, à la captivité des cétacés. Et ça, pour nous, c'est très choquant parce que s'il y a un exemple type de captivité fixe qui n'est pas du tout adapté à une espèce, c'est bien celle des cétacés, parce que ce sont des animaux qui, dans la nature, ont une vie très riche, vivent en groupe très structuré, et là se retrouvent dans des bassins où il n'y a aucun aménagement. C'est le seul cas où des enclos sont vides de tout aménagement pour ces animaux. C'est en train de changer quand même, non? Il y a une prise de conscience globale si on parle des animaux sauvages. Alors c'est vrai, oui, il y a une prise de conscience, mais là pour le coup, la texte de loi ne va pas du tout dans ce sens-là. Et c'est vrai, vous avez raison, justement, cette prise de conscience du public, cette attente sociétale forte, et bien justement, on commençait à avoir une réponse par ce texte, cette PPL, et proposition de loi donc, et on a quand même peur que le Sénat casse l'ambition en revenant sur des décisions qui ont été prises dans de nombreux autres pays européens. Le Sénat voudrait revenir sur l'interdiction de vendre des animaux en animalerie. En animalerie, voilà. Donc ça, c'est une interdiction qui avait été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale. Effectivement, là, la rapporteure du texte pour le Sénat ne souhaite plus interdire la vente des animaux en animalerie, mais encadrer plus strictement cette vente. Alors, c'est un amendement de repli là qu'elle propose, c'est-à-dire qu'il y aurait un délai de 7 jours avant de pouvoir prendre l'animal acheté en animalerie, ce qui n'est pas idiot dans le sens où ça permet justement d'éviter les achats coup de cœur, mais malgré tout, c'est bien évidemment moins ambitieux qu'une interdiction pure et simple, comme ça a été adopté en Belgique et dans d'autres pays. Oui, il faut raconter quand même les trafics pour nos auditeurs, je trouve que c'est important de le dire. Les trafics d'animaux, de chiens en particulier qui viennent des pays de l'Est. C'est ça. Attention, moi j'ai le cas d'une amie qui a fait venir un chien de je ne sais où, le chien est malade, il a des problèmes tout petits. Petits parce qu'en fait, ce sont véritablement des élevages intensifs d'animaux qui sont élevés dans des conditions épouvantables. Nous, on a fait des saisies aussi d'animaux qui venaient de ces pays où ils partent très jeunes, donc ils ne sont pas sevrés au moment où ils partent de l'élevage, donc il n'y a aucune éducation non plus. C'est aussi pour ça que les animaux arrivent dans un état sanitaire dramatique. Ils ne survivent pas toujours, mais en plus, ils peuvent avoir des problèmes de comportement. Donc effectivement, ne surtout pas acheter d'animaux en animalerie et encore moins sur Internet, parce que là c'est vrai que c'est le gros problème. Nous on a reçu à la Fondation Brigitte Bardot 2 fois les responsables du Bon Coin et effectivement il n'y a aucune volonté de mettre un terme à ce commerce et on trouve tout et n'importe quoi sur ces sites et c'est très difficile d'interdire ces ventes. Par la loi justement, par la loi. En l'occurrence, le texte adopté à l'Assemblée nationale était vraiment pas suffisamment offensif sur cette question-là. Le Sénat a essayé de corriger un peu, mais non, là, on n'a pas encore un texte vraiment satisfaisant sur le sujet. Alors, c'est vrai que le problème, c'est que ça peut aussi reporter le problème sur les réseaux sociaux, type Facebook et autres, où là, on n'est pas sur des forums encadrés. C'est très compliqué. Donc, il faut... C'est plutôt, là, pour le coup, faire de la prévention, expliquer aux gens que des
animaux pas chers, ça n'existe pas. Qu'il y a des élevages qui sont intensifs. Là, on a parlé du bio intensif. On voit en plus tous les chiens qui sont à la mode. On a eu les bergers, c'est le problème aussi, les bergers australiens, les chibés, tous ces chiens qui sont à les pomsky, c'est ce qu'elle a acheté, mon amie, sont des croisements des chiens et c'est là-dessus qu'il faut dire aux gens, vous allez acheter un animal qui risque d'avoir des problèmes de comportement, des problèmes de santé. Exactement. Et il y a énormément de chiens en refuge, de toute espèce, de toute race. Il y a des races vraiment, effectivement, comme ça. Des animaux, d'ailleurs, parfois on nous abandonne des animaux qui ont été achetés très cher en animalerie. Parfois, c'est plusieurs milliers d'euros quand même. Et voilà, donc non, finalement, ils n'en veulent plus. Et donc, tout ça pour dire que vous avez dans des refuges toutes sortes d'animaux qui sont proposés à l'adoption. Bien sûr, aller dans les refuges. Et puis aussi, d'ailleurs, je dis aller dans les refuges, mais aussi réfléchissez avant de prendre un animal. Absolument. On n'a pas besoin tous d'avoir un animal dans le sens où on n'est pas tous en mesure de pouvoir répondre à ses besoins. C'est pas évident, c'est une contrainte. Il faut la prendre en compte. Et donc, mieux vaut moins d'animaux, mais des animaux bien traités. Et poser la question à votre vétérinaire si le chien est adapté à votre contexte familial, parce que là aussi, il y a des grosses erreurs qui sont faites. Question d'un de nos auditeurs j'ai une question super importante. Que faire quand on est envahi par les chats sauvages qui se reproduisent et que personne n'agit en mairie? Alors, c'est exactement l'un des points qui est très important, parce que la proposition de loi qui a été adoptée à l'Assemblée nationale le 29 janvier oblige les mairies à agir pour faire des stérilisations de chats errants. Or, la rapporteure du texte pour le Sénat a retiré cette obligation. Elle donne simplement la possibilité aux maires de le faire, ce qui était déjà le cas. Et il faut impérativement agir très fort. Nous, au niveau de la Fondation Brigitte Bardot, on investit 1 million d'euros chaque année pour organiser des stérilisations de chats errants. C'est très insuffisant, ça représente à peu près 15 000 chats. Mais il faut vraiment accentuer, parce que c'est un problème de protection animale, mais aussi un problème de salubrité publique, et aussi un problème sur la biodiversité, parce que ces chats, effectivement, entraînent aussi une forte prédation sur des oiseaux notamment. Donc il y a une nécessité globale d'agir et de limiter ces populations par des campagnes de stérilisation. Donc quand le maire refuse de le faire, alors effectivement, si le texte adopté par le Sénat est le même, c'est-à-dire il ne sera pas contraint de le faire, mais il ne faut pas hésiter à solliciter des organisations comme la Fondation Brigitte Bardot, puisque nous, au niveau de la Fondation, c'est un des budgets principaux, et on intervient auprès du maire pour lui faire comprendre que finalement, c'est dans l'intérêt de tous, pas simplement des animaux, mais ça permet aussi un mieux vivre ensemble, parce que finalement, ça règle aussi des problèmes sanitaires. Il y a des lobbies des deux côtés, il y a des lobbies qui font pression contre ce texte. Bien sûr. Alors d'ailleurs, c'est très intéressant, parce qu'en fait, le texte ne vise ni les chasseurs, ni les éleveurs, ni les corridas. Et pour autant, ces gens-là font bloc pour dire ce texte ne doit pas passer, même si ça ne vise pas leur activité, parce qu'ils savent une chose, et ils ont raison dans un sens, c'est qu'en France, comme rien ne bouge et tout est bloqué, si une avancée est faite dans un domaine, elle en entraînera une autre. Et c'est cet effet domino qui est craint par les lobbies de l'exploitation animale. Et c'est justement ce qui est en train de se passer, parce que justement, on ne peut pas rester dans une société complètement figée. Sur ce sujet-là, mais on voit qu'il y a des évolutions. Vous avez certainement vu ce sondage IFOP hier pour Woopets. 47% des électeurs pourraient voter en fonction des propositions d'un candidat pour le bien-être animal, ce qui est quand même important. Ceux d'Éric Jadot à 69%, ceux de Jean-Luc Mélenchon à 68%, ceux de Marine Le Pen à 62%, Éric Zemmour 51%, Xavier Bertrand 46%, Hidalgo 39% et Macron 26%. C'est marrant ça comme... Oui, c'est assez surprenant, notamment pour Macron, parce que sa majorité justement a plutôt agi sur la question animale. Le problème, c'est qu'à ce stade, on en est encore aux effets d'annonce, mais pas du tout en mise en œuvre des annonces qui ont été faites. Et ça, c'est le gros problème. Donc maintenant, il faut justement, après ces annonces de Barbara Pompili ou de Julien Denormandie, passer à des mesures concrètes. Beaucoup de ces annonces, celles de Barbara Pompili, ont été reprises dans la proposition de loi. Du fait, elle n'a pas représenté des arrêtés qu'elle devait prendre. Donc il ne faudrait pas que tout ça tombe à l'eau, parce que là, pour le coup, ils auraient effectivement, la majorité, aucun crédit sur cette question qui est pourtant très importante au niveau des électeurs. Et d'ailleurs, il faut arrêter ce fantasme des électeurs chasseurs. Ils se représentent 1% de la population. Il y a
beaucoup plus d'électeurs sensibles à la condition animale et qui, dans la balance, pèsent plus que les chasseurs. Alors, beaucoup de questions sur comment on peut faire appel à vous pour ensuite que vous contactiez les mairies. Il faut appeler la Fondation Brigitte Bardot quand il y a des problèmes de chats errants. Oui, tout à fait. Alors, il faut déjà faire une démarche, auprès de la mairie, parce que la mairie, généralement, n'a pas forcément une opposition. Nous, on le voit, hein, il y a quelques années, quand on a commencé ces campagnes de stérilisation, c'était en 92, et notamment la mairie du 13e arrondissement à Paris était en avance sur la réglementation, parce qu'à l'époque c'était totalement interdit. Mais on le voit aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile parce que tout le monde comprend que une population qui est identifiée de chats errants, eh bien, il y a tout intérêt à limiter cette colonie par la stérilisation, la faire accepter par la population, et ça se passe très bien. Donc effectivement, ça peut être un manque de moyens, mais faire capturer des chats, les emmener en fourrière, les faire euthanasier, c'est aussi cher que de les faire stériliser. Donc, et c'est sans fin, parce que quand vous libérez un espace, il est tout de suite occupé par d'autres animaux. Donc il vaut mieux stabiliser. La stérilisation est importante. On n'a pas le temps de tout évoquer, mais un auditeur nous parle des animaux nécessaires à notre environnement, les loups, les ours, qui régulent bien mieux et favorisent l'environnement comme prédateurs. Donc ça, c'est évoqué. Alors, c'est pas évoqué dans la proposition de loi, mais effectivement, c'est un point qui est très important. En France, il y a une volonté de supprimer tout ce qui est prédateur, grand prédateur, parce qu'il y a une concurrence aussi qui est faite au niveau des chasseurs. Après, il y a aussi un problème de protection des troupeaux qui est assez complexe, hein, on va pas se mentir, mais pour autant on travaille avec justement des éleveurs pour protéger les troupeaux autrement que par des tirs d'abattage de loups. Il y a l'élevage des visons, donc qui est visé par la loi, il y a les delphinariums, je vais citer les cirques et les montreurs d'ours et de loups, la zoopornographie, c'est un sujet qu'on évoque assez peu, mais l'Assemblée nationale élargit les peines pour les images zoophiles, des sanctions pour les actes de cruauté. Là aussi, on est tous indignés quand on voit certains actes. Alors, ils sont de plus en plus punis, les sanctions sont de plus en plus fortes. Oui, là, les sanctions seraient renforcées, donc ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, il faut aussi qu'il y ait une sensibilisation des parquets, parce qu'actuellement, c'est 2 ans d'emprisonnement, 30 000 € d'amende. On n'a pas de cas où il y a eu des condamnations de 2 ans d'emprisonnement. Donc là, même si on passe à 3 ans, il faut vraiment que les parquets soient donc, sensibles. Fondation Brigitte Bardot, toujours là, toujours sur le front. Donc, c'était intéressant de vous avoir ce matin pour évoquer ce texte qui sera discuté, voté au Sénat aujourd'hui et demain. Et on est là avec vous. On reçoit également souvent le président de la SPA. La cause animale nous est très chère à nous aussi. Vous voyez, Marie-Hélène a dit moi, je ne voterai pas pour un candidat qui ne parle pas de la condition animale. Voilà. Super. Merci à vous. On se retrouve dans un instant pour les débats.